Non mais tu sais que je me suis rendu compte après le podcast que j'ai parlé que de Evangélie, Laurie. Pas dans cet épisode de la Quinterview. C'est là mais putain, je n'ai pas parlé de la Habibi, de Javel, de Sarah, de Minuit, de mes potes quoi, de ce que j'aime faire dans le drag. J'ai parlé que de références nulles. Mais bon, au moins on va rire. Même moi je me disais, j'avais envie de dire, tu vois, que un des premiers shows que j'avais vu à Paris, c'était toi, au Café de Paris, etc. À un moment, on se laisse embarquer par la conversation. C'est un peu la magie de la Quinterview. La Quinterview. Hello à tous et bienvenue dans la Quinterview. La Quinterview, qu'est-ce que c'est ? C'est un podcast d'interview libre, ouverte et inclusive qui vous ouvre les portes du monde merveilleux des artistes queer. Drag queen, drag king, drag queer, club kid, créature, plus l'infini et au-delà. Ici, on parle de vie de drag, de vie out of drag, de construction artistique et de processus créatif. Je suis toujours Bip et la curiosité est mon plus beau défaut. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode de la Quinterview, j'ai décidé d'inviter une artiste qui a découvert le drag au Canada. Sur scène, elle est toujours au bord de la crise de nerfs. Elle crie, elle chante, elle danse, elle exprime une colère qu'elle n'a jamais réussi à formuler out of drag. Petit garçon, il n'avait qu'une hâte, c'est être adulte. Spoiler alert, ça y est, il l'est. Et aujourd'hui, il a même son propre épisode de podcast. Bienvenue pour ta Quinterview, Loulou de Cacharel. Salut. Comment ça va ? Bah ça va super, écoute, avec ce beau temps. Ah, il fait beau. Là... Des trompes d'eau. C'est un enfer, mais j'ai échappé à la pluie, je suis arrivé juste avant. Exactement, parce que, tu vois, on pourrait faire croire que t'es en drag ou out of drag, on se dire que le synthétique mouillé, par exemple, c'est pas une bonne idée. Ah ouais, vraiment. Mais en plus, je mets beaucoup de cheveux naturels maintenant, ce qui est une très mauvaise idée, parce que ça réagit à la pluie. C'est-à-dire, ça réagit à la pluie ? Bah comme des vrais cheveux, c'est-à-dire que si t'es coiffé, ben ça te décoiffe. Ah ok. Ça refrise, tout ça. Alors que le synthétique, ça bouge pas, c'est du casque. Est-ce que tu es prêt pour ta Quinterview ? Ah, je suis archi prêt. J'adore parler de moi. Ok, et bah formidable. Moi j'aime bien les gens qui aiment parler d'eux, sinon l'épisode serait déjà terminé. Dans un premier temps, avant de commencer, quels sont tes pronoms ? Comment je m'adresse à toi ? Oh, il, c'est bien. Je me genre, même en drague, je me genre rarement au féminin. Ça me dérange pas qu'on le fasse, évidemment, parce que j'ai un drague très femme, mais il, c'est bien. Eh bien, formidable. Donc avant de parler à Loulou de Cacharel, je voulais m'adresser à Alexis. Où est-ce que tu as grandi ? Quelles sont tes origines ? D'où est-ce que nous vient Alexis ? Alors, Alexis vient de la magnifique région du Gers, département même plutôt, d'Occitanie. J'ai grandi dans le Gers, un petit département pas loin de Toulouse. En général, je dis que je viens de Toulouse. C'est plus simple pour tout le monde, parce qu'il n'y a pas de grande ville dans le Gers. Voilà. Okay. Je viens d'un petit village de 2000 habitants qui s'appelle Mauvezin. Ok, et alors comment ça s'est passé l'enfance, l'adolescence là-bas ? Comment t'as grandi ? Comme n'importe quel enfant queer qui grandit à la campagne, je pense. C'était pas toujours facile. Moi, j'avais très très hâte d'être adulte rapidement. Voilà. J'ai vite senti que je n'étais pas adapté à l'endroit où j'étais, que j'étais différent. Donc, il y a eu des bons moments, bien évidemment, mais je me suis jamais vraiment senti enfant. Voilà, j'avais très très hâte que ma vie d'adulte commence. Ta vision de l'adulte ou de la vie d'adulte, c'était quoi ? C'était la liberté totale, quoi. C'était, on a de l'argent, on peut avoir une maison, être tranquille, seul, faire absolument ce qu'on veut. Voilà, je crois que j'avais besoin d'indépendance très très tôt. C'était une sorte de frustration, de se dire, oh là là, je pourrais faire plein de choses, mais là, je me sens un peu étriqué. Oui, complètement. J'ai vite senti, par exemple, qu'en tant que petit garçon, ce que moi j'aimais dans la vie, c'était pas ce que les petits garçons de mon âge aimaient. Et que si je partais et que je partais vivre ma vie indépendamment, je pourrais exprimer tout ça facilement. C'est l'histoire de tous les queers et les gays notamment, puisque c'est ce que je suis. On part tous, on fuit en exil vers les grandes villes. En général, c'est ça qui se passe. Après, tous, oui ou non, mais là, pour aujourd'hui, on parle avec toi. Exactement. Tu sais, c'est facile de généraliser. Il n'y a pas que moi, on était plein d'autres. Ah oui, écoute, moi, c'est vrai que ça me rassure un peu de généraliser, mais je me rends compte aussi en parlant autour de moi que je suis vraiment pas exceptionnel et qu'on a quand même tous et toutes beaucoup et très souvent la même histoire, quoi. Mais tu es exceptionnel. Évidemment, mais différemment. Petit, t'as fait quoi un peu comme sport ? T'avais quoi comme loisir, comme passion ? Alors moi, j'ai un papa qui était rugbyman, qui a après entraîné au rugby, qui entraîne toujours au rugby. Donc il y avait, je pense, chez lui une volonté très forte de transmission
qui ne s'est pas passé, étrangement, voilà. Bah, j'ai été inscrit au rugby, mais ça a dû durer 3 mois. J'ai pleuré sous la douche et ils m'ont désinscrit, quoi. Et j'ai testé, je pense, toutes les activités extrascolaires possibles et imaginables. Le judo, j'ai fait du judo, j'ai fait du tennis, je crois. Je sais pas si j'ai fait du foot. Enfin, voilà, j'ai testé plein d'activités. Il y en avait aucune qui me plaisait vraiment, surtout si c'était collectif. Et moi, ce que je voulais, c'était faire de la danse. Voilà, je voulais vraiment faire de la danse. Et j'en ai fait. Mes parents m'ont inscrit parce que je l'ai demandé. Et en fait, j'ai fait un truc horrible. C'est que je suis allé au premier cours de danse. On était 2 garçons dans la salle. T'étais content, t'étais excité d'y aller à ce premier cours de danse? J'étais stressé. Je m'en souviens très très bien. Je me souviens même un peu de la choré. C'est fou quand même parce que je devais avoir 7-8 ans, quoi. Mais je m'en souviens très très bien. Et ouais, je pense que j'étais content. Et deuxième cours, l'autre garçon avait arrêté, voilà. Je ne sais pour je ne sais quelle raison, mais je peux l'imaginer. Et j'ai arrêté du coup moi après parce que je me suis dit, et c'est ça qui est horrible, je me suis dit en fait on va se moquer de moi si je suis le seul garçon, si ça s'apprend que je suis le seul garçon qui fait de la danse. Et donc par pression sociale, hein, finalement j'ai arrêté et depuis je suis un danseur frustré. Donc c'est-à-dire que petit, t'as réussi à te dire non, enfin, ou vouloir te protéger. Oui, bah, tu sens vite, en fait. C'est ça qui est horrible, je trouve. Et mes parents, parce que mes parents sont des gens très tolérants qui, tu vois, n'avaient aucun problème avec le fait de m'inscrire à la danse. Les parents sont même plus responsables de ça. C'est qu'il y a déjà, à cet âge-là, dans les rapports sociaux, un truc où tu comprends les règles du monde dans lequel tu vis. Et tu comprends que quand t'es un garçon, il y a des attentes qui se posent sur toi. Et que si tu ne respectes pas ces codes-là, ben, tu vas avoir des problèmes ou tu vas être moqué. Et donc, j'ai préféré me préserver. Bon, ça n'a pas empêché qu'on se fout de ma gueule et qu'on me harcèle, mais en tout cas, pas parce que j'étais le danseur de l'école. Est-ce que t'avais des représentations, des personnes auxquelles tu t'identifiais? Tu disais, tiens, ils dansent, moi aussi j'aimerais danser. Des personnes de la télévision, des magazines, je ne sais pas. Moi, j'ai une culture très, très populaire. Hein. Je viens d'un milieu très populaire, donc ouais, c'était Laurie, quoi. Enfin, franchement, on va se mentir, les chorés de Laurie, là, sur le ponton, en mode Britney Spears, près de toi, clairement, j'avais envie de danser avec elle, ouais, vraiment. Donc ouais, je pense que c'était ça, et puis c'était globalement toutes les pop stars de l'époque, quoi. Je crois que j'avais envie d'être une pop star déjà. Pop star? Tu voulais être une pop star? Ah ouais, de ouf. Mais pas dans Popstar par contre. Moi je voulais être dans Starac. Amour, haine, amitié, rivalité, joie, peine. Rien ne vous échappera. Ils sont 16 à vouloir devenir stars. Un seul vainqueur. Vous allez tout voir. Vous allez décider. Plutôt, je suis plus Team Starac. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. C'était qui tes préf, toutes saisons confondues? Alors, mes préfs d'aujourd'hui sont les gens que... Non, moi j'aimais bien les femmes déjà, en général. J'ai toujours préféré les femmes. Mais j'étais très Jennifer, très Olivia Ruiz beaucoup. C'était mon premier concert, Olivia Ruiz, de ma vie. Nolwenn Leroy, j'aimais trop. Voilà. En plus, la pauvre, elle était mal comprise dans l'émission. Elle était très lascive, comme ça, très romantique. J'aimais trop. Et du coup, cette envie d'être une pop star... Est-ce que tu arrives, malgré tout, même si tu n'arrives pas à le faire, on va dire, en public, avec un groupe de danse, etc., est-ce que tu arrives quand même à exprimer tes envies artistiques et créatives, ou seul dans ta chambre ou... Oui, je l'ai fait par des biais différents. Je danse dans ma chambre. J'ai un souvenir, ça je te l'ai pas raconté, mais j'ai un souvenir où je suis dans la chambre de ma grand-mère et elle a une nuisette blanche, satinée un peu. Et en fait, je la mets et je reproduis le clip de Evangeli. Attends, c'était quoi le titre de la chanson? Avant de partir? Avant de partir, sur les rochers à Palavas-les-Flots avec les violonistes. Voilà, je reproduis ce clip. Bah, j'aimais trop, mais quand ma tête me dit le contraire de mon cœur, mais vraiment. Je ris en ultrason. Je veux voir cette perf un jour qui existe. Je sais pas si j'ai envie de la faire exister maintenant. Oh. Mais
Bon, pourquoi pas, après tout. Tu vois, avec des longs draps, etc. Mais alors, moi, j'adore. Le long drap nuisette. J'adore prendre des chansons comme ça, dont on se moque gentiment, tu vois, et les faire très premier degré. Genre récemment, avec Lula Strega, on a fait Ensorcelé de Laurie, mais avec un premier degré, genre on avait une choré et tout, quoi. Et je trouve que ça le rend encore plus drôle que de vraiment jouer le ridicule, tu vois. Moi, j'adore. Ou tu la chantes en anglais, quoi, tu vois, Before I'm Leaving. Je pense que c'est pas elle qui part, c'est lui, hein. Before You Leave. Ah oui, Before You Leave. Ouais. Non, mais c'est une meuf, elle se fait larguer à l'époque. De toute façon, toutes les meufs se faisaient. À l'époque, c'était comme ça. Bah oui. T'étais une meuf. Sauf Laurie qui, elle, voulait rester toute seule. Bah ouais. Elle a tout compris, elle. Du coup, donc, tu faisais donc, des spectacles dans ta chambre, donc avec la musette de ta grand-mère, et t'avais quelqu'un avec qui tu pouvais partager un peu cette envie-là du pestacle. Oui, j'avais des copines, parce que j'avais pas de copains, j'avais que des copines. Et puis j'avais ma cousine surtout, avec qui on a tout testé. Hein. On a eu un groupe de musique, ça j'ai honte de dire ça. On a eu un groupe, c'était un groupe de rap, on avait écrit des chansons et tout, mais c'était ridicule. Mais bon, on testait plein de trucs, on aimait trop, et puis je faisais beaucoup de costumes. Ma grand-mère vivait au-dessus de la pharmacie où elle travaillait, et elle récupérait les vêtements de la Croix-Rouge dans le hall de son immeuble, et donc j'allais fouiller là-dedans, et je récupérais plein de vêtements, et comme elle avait des compétences en couture, elle m'aidait à rapiécer, à fabriquer des costumes avec, etc. Donc j'ai fait ça vraiment toute mon enfance et ma préadolescence. C'était chouette. Et je faisais des spectacles pour ma grand-mère. Et donc ta grand-mère, elle t'encourageait beaucoup? Ouais, elle adorait. C'était trop bien. Puis récemment, quand je lui ai dit que je faisais du drag, je lui ai dit que c'était un peu elle, finalement, qui avait été témoin de mes débuts de drag. Pardon. T'inquiète. Je rote. Qui avait été témoin. Témoin, j'essaye. De mes débuts de drag. Et on en parlera après, mais j'imagine que elle t'a vu performer, ta grand-mère? Elle m'a vu 2 fois performer, ouais. Elle est venue, alors parce que j'ai performé dans mon village d'enfance. Ça, on y viendra plus tard. Voilà. Évidemment. Mais elle m'a vu 2 fois, ouais, elle a adoré. Trop bien. Bah, et dire, voilà, from la Croix-Rouge, tout. Ah, mais tout la Croix-Rouge, hein, je continue à me fournir dans les friperies. Voilà, on peut trouver des pépites, hein, on peut trouver des trucs incroyables. Petit, est-ce que tu savais ce que tu voulais faire dans la vie? Oui, je crois que le premier métier que j'ai eu envie de faire, c'était vétérinaire. Parce que j'adorais les animaux. On a d'ailleurs monté un cabinet vétérinaire avec ma cousine à l'époque aussi, où on avait littéralement un sac à dos avec une trousse de secours dedans, et on parcourait le village pour trouver des animaux en difficulté. Voilà. On a trouvé un chien une fois. Bon, je vais pas raconter cette histoire, c'est chiant. Mais voilà, on a vraiment travaillé. On a eu un franc succès. En tant que vétérinaire. Ouais. Et ce chien, après, il s'en est sorti après votre passage quand même ou... Et on l'a rendu à son propriétaire parce qu'il n'était pas du tout perdu, c'est juste qu'il marchait dans le village, quoi. Enfin voilà. Vous se baladez, mais quoi. Voilà, mais pour nous, il était en grave danger et on l'a aidé. Donc ça, c'était chouette. Et après. Bah non, mais et après, du coup, t'avais quel comment dire? Donc il y avait ta cousine, donc avec qui? En fait, ta cousine, c'était vraiment la partenaire des 400 coups, quoi. Oui, vraiment. Ben, on était voisins quand on était jeunes. Nos parents travaillaient dans la même usine, donc avec des horaires décalés. Donc soit elle dormait chez moi, soit je dormais chez elle. Donc on a vraiment passé notre enfance ensemble. Donc ça, c'était très chouette d'avoir cet allié-là. Parce que ma cousine, c'est quelqu'un qui m'a toujours compris et qui a toujours vu très clair en moi, sans que je l'évoque à l'époque. Mais ouais, c'était vraiment très chouette de l'avoir. Et on parlait Laurie, on parlait Star Academy, on parlait Evangélie. Tous ces rimes, oui. À la maison, on écoutait quoi? C'était quoi un peu la culture de tes parents? Qu'est-ce qu'on regardait, écoutait, lisait? Alors moi, j'ai une famille ouvrière très populaire. Donc, on n'avait pas de bibliothèque chez moi, mais on avait la télé, qu'on allumait souvent même avant la lumière, hein, quand on arrivait à la maison. Donc, on regardait beaucoup la télé. Et en termes de musique, moi, j'ai une maman qui était fan de Claude François, de Céline Dion, de Mylène Farmer, un papa fan de Renaud, de Serge Gainsbourg. Donc tout ça, c'est devenu vraiment mes références pour le coup. Indochine aussi, beaucoup. Donc ouais, c'est vraiment des références ultra populaires, mais dont je suis extrêmement fier, parce que je trouve que ça m'a ouvert... En fait, les chanteurs populaires ont souvent des références assez pointues, surtout Mylène Farmer, par exemple. Et Mylène Farmer, ça m'a ouvert à vraiment des références à Edgar Allan Poe, à des auteurs comme ça, incroyables, que j'aurais jamais découvert si j'avais pas connu Mylène Farmer, quoi. Donc ouais, c'était chouette. Et puis aujourd'hui, je connais toute la discographie de Céline Dion par cœur, et ça,
Ça sert à rien, mais pour briller en société, c'est super. Effectivement. De toute façon, la culture générale ne sert à rien. La culture générale n'est pas de l'intelligence, c'est juste savoir des choses et pouvoir les sortir comme ça, à son bon plaisir. Exactement. Voilà, pas besoin de se la raconter. On sait des trucs, Voilà. des trucs. Mylène Farmer, on sait des trucs. Ah, mais Mylène Farmer, je pourrais en parler des heures. On peut faire un deuxième podcast spécial Mylène Farmer, si tu veux. Je vais y réfléchir. Là, je sais pas encore. Je ne sens pas une grande motivation. Je sais pas. Non, mais C'est pas grave, je ferai mon propre podcast. j'ai rien contre Mylène Farmer. Mais on fera un podcast, si tu veux, où avec des gens et on parle de Mylène Farmer. Non, mais il y a déjà un podcast sur Mylène Farmer qui existe et qui est incroyable. Et bah, il sera Et très bien. Je ne peux rien faire de mieux que ce podcast-là, vraiment. Et ben, formidable. Et Ce sera dans mes recommandations à la fin. Tiens, voilà, j'en parlerai. Ah, oh là là, mais des teasing, en veux-tu, en voilà. Et en grandissant, donc par rapport à on va dire, avec ton enfance, ton adolescence, t'avais quel rapport, toi, avec ton intimité, ta sexualité? Est-ce que t'arrivais à mettre des noms dessus? Enfin, comment t'as grandi par rapport à ça? Je crois que j'ai vite compris que j'étais différent, mais on s'est tellement moqué de moi que j'ai fait une espèce de déni de ma sexualité où vraiment, je pense que je voulais pas donner raison à tous ces garçons, hein, parce que c'était majoritairement des garçons, qui me traitaient de pédé, quoi. Donc vraiment, j'ai fait un déni au sens premier du terme, où pendant très longtemps, je me suis persuadé que je ne l'étais pas, alors que je fantasmais clairement sur Matt Pokora dans Star Club, quoi. Mais ouais, je ne voulais pas l'être. Je pense que d'abord, j'étais convaincu de ne pas l'être. Puis après, je n'ai pas voulu l'être. Et au bout d'un moment, j'ai fini par me rendre à l'évidence que si, j'étais homosexuel. Mais ça a été un long processus. Hein, je te parle de ça. Je pense que je me suis admis à moi-même que j'étais homosexuel à 21 ans. Et j'ai vraiment essayé de renier ça pendant longtemps, quoi. J'ai fait ma propre thérapie de conversion dans ma tête, quoi, vraiment. Pourquoi tu ne voulais pas l'être? Parce que j'ai vite compris que ce serait une difficulté dans la vie, je pense que je vivais un grand sentiment de honte, dont je me suis pas complètement débarrassé aujourd'hui, hein. C'est un truc, forcément, quand tu vis ça en traumatisme dans ta jeunesse, c'est difficile après de quitter la honte. C'est pas pour rien que notre marche s'appelle la marche des fiertés. Mais ouais, c'était ça, c'est un profond sentiment de honte, de transgression, de ne pas être dans le droit chemin. Voilà. T'avais peur de déplaire à tes parents? T'avais peur de... Ou c'était plus personnel que ça? Je crois que je savais que mes parents allaient l'accepter, parce que j'ai fait mon coming out assez tard à mes parents, je l'ai fait à 28 ans, donc c'était il y a 3 ans à peine. Bon, déjà, il y a un truc, c'est que quand tu l'as caché pendant longtemps, ça devient difficile. Plus tu t'attends, plus ça devient difficile de le faire. Et je savais que mes parents allaient m'accepter, que j'allais pas être rejeté. Mais je sais pas, je trouvais ça déjà hyper intrusif. Enfin, c'est ma sexualité, c'est ma vie sentimentale, c'est déjà hyper intime. On se rend pas compte, en fait, qu'on nous expose comme ça. C'est hyper dur, je trouve. Et puis oui, je savais que je les amenais avec moi dans c'est ce que je trouvais être un fardeau, quoi. Je trouvais que ma sexualité, c'était un fardeau. C'était quelque chose que j'avais pas choisi, que je pense qu'à l'époque, j'aurais préféré être hétéro, quoi. Et puis la vie aurait été beaucoup plus simple. T'as eu des copines? Oui, bon, j'ai essayé, disons. J'ai essayé. Mais vraiment, ma première copine, je pense que c'était en 6e, et vraiment, je crois que je l'aimais vraiment. Et j'étais convaincu que j'étais hétéro, alors que pourtant, j'avais beaucoup de mal à imaginer de passer à la suite ce qui se passe après le bisou sur la bouche, tu vois. Et après, non, j'ai pas vraiment fait semblant d'avoir des copines après. J'étais très évasif sur ma vie sentimentale, je disais rien, et puis les gens ont vite compris qu'il fallait pas en parler, quoi. C'était pas un sujet? Non. Mes parents, j'aimais trop me mêler de la vie sentimentale de mes amis, mais la mienne, on n'en parlait jamais. Ah oui, c'est vrai, j'étais gossip. J'étais le bon ami à qui on se confie et à qui on dit tous ces petits secrets, puis qui donne des conseils de relations sentimentales alors qu'il n'y connaît absolument rien. J'étais cette personne-là, toujours d'ailleurs. Hein. J'adore. Et est-ce que tu te souviens du meilleur conseil que tu as pu donner à quelqu'un? Ou c'était quoi ton conseil un peu phare, ta signature? Oh non, aucune idée, franchement, j'en sais rien. Mais je pense que j'étais très... les mecs, c'est tous des nuls, comme dirait... Attends, c'est qui dit ça déjà? Les mecs, ils sont tous nuls. C'est Fatal Bazooka. Fatal Bazooka et Yel. Bah ouais, les mecs, ils sont tous nuls. Qui était le avant de la toxicité, avant qu'on parle de toxicité, voilà. Oui, c'était ça, quoi.
Puis je crois que j'étais déjà très dans le empowerment. J'avais compris aussi que les femmes, elles avaient la vie dure avec les hommes quand même. Mais parce qu'en fait, les femmes et les hommes homosexuels, on vit à peu près la même chose. Hein. On vit... c'est bizarre, mais on vit une espèce de forme de misogynie, parce que nous, ce qu'on nous reproche en tant qu'homosexuels, c'est d'être efféminé, d'aimer les choses de femmes. Donc il y a une espèce de misogynie qui se cache derrière ça, c'est très sous-jacent. C'est pour ça qu'il y a alors évidemment, c'est pas le même combat, mais il y a quand même une intersectionnalité, c'est ça qu'on dit, non ? Ouais. Ouais, une intersectionnalité entre les combats, entre ces combats-là, quoi. Vers quelle étude tu te diriges pour faire quel métier et qu'est-ce qui te décide à faire ça ? Alors après vétérinaire, je me suis dit je vais être styliste, parce que j'avais appris à coudre avec ma grand-mère. Pourtant, styliste vétérinaire, tu vois, ça aurait été une bonne idée. Ouais, j'ai été quasiment styliste vétérinaire, parce que ma grand-mère travaillait aussi, faisait des ménages au cabinet vétérinaire, et donc parfois je cousais ou je tricotais dans la salle d'attente du cabinet vétérinaire. Trop mignon. Donc voilà, j'étais styliste vétérinaire dans ma vie. T'as été styliste chez le vétérinaire. Oui, voilà, c'est ça. Styliste pour chat. Après, j'ai voulu faire du dessin. Et après, je me suis tourné vers le cinéma et j'ai commencé à regarder beaucoup, beaucoup de films. Et donc, j'en ai fait mes études après. J'ai fait des études de cinéma. Mais qu'est-ce qui t'a plu dans le cinéma ? Ou est-ce qu'il y a un film qui t'a marqué, qui t'a donné envie de te dire « Tiens, j'aimerais bien faire ça et continuer là-dedans » ? Je crois que j'ai développé une passion pour Marion Cotillard pendant La Môme, donc en 2008. Et vraiment, j'étais passionné par Marion Cotillard. Je regardais tous ses films, je l'aimais trop. Dont un de mes films préférés, qui est un peu un guilty pleasure, mais j'aimais beaucoup Les Jolies Choses. Je pensais que t'allais me dire Taxi. Non, alors figure-toi, je crois que je n'ai pas... C'est le seul film avec Marion Cotillard que je n'ai pas vu. Comment ça ? Les seuls films, il y en a 2, hein, c'est ça ? Au moins 2 avec Ouais. elle, ouais. Non, je les ai pas vus, mais c'était pas trop mon truc Taxi, je pense. Mais je les ai toujours pas vus, faudrait que je les voie d'ailleurs. Mais il y avait un film donc, qui s'appelle Les Jolies Choses, qui était une adaptation du roman de Virginie Despentes. C'est comme ça que je suis arrivé à Virginie Despentes, donc c'est pour ça que la culture populaire, c'est important. Et elle jouait 2 sœurs jumelles, elle jouait les 2 rôles. Il y a Ophélie Winter, Patrick Bruel dans ce film. J'adore ce film, alors qu'il est très mauvais, je crois, mais il y a Tommy Bugsy aussi dedans. Voilà. Et du coup, je pense en fait que j'étais fan des actrices. Et déjà, il y avait un truc où j'étais très intéressé par les actrices, je les trouvais incroyables. Donc il y avait Marion Cotillard, mais il y avait... j'aimais beaucoup Isabelle Huppert aussi. Enfin, il y avait toutes ces actrices-là un peu iconiques, un peu très drama, très cinéma français. J'étais très cinéma français. Et je pense, à l'époque, je ne l'avais pas formulé encore, mais en fait, je n'avais pas du tout envie de les mettre en scène. J'avais envie d'être elle, quoi. Tu vois, il y avait un truc un peu comme ça. Tout simplement. J'avais envie d'être une grande actrice. Mais à l'époque, je l'avais formulé, voilà, je voulais réaliser des films, écrire des films et les réaliser. Donc tu fais tes études, tu les fais où ? Comment ça se passe ? Et qu'est-ce qu'il en advient ? Je vais à Montpellier, à la fac à Montpellier, faire des études de cinéma. Je fais une licence, suite à laquelle je me rends bien compte que ça va être compliqué d'être réalisateur avec une licence de cinéma. Je tente l'école de Luc Besson à l'époque, qui venait d'ouvrir. Pour la Cité du cinéma. Exactement, ouais. Pour laquelle je vais assez loin dans le processus de... Je crois que je vais jusqu'à la 3e étape. Puis finalement, je suis pas pris, puis j'ai pas de plan de secours. Et en fait, j'ai une de mes profs de la fac qui me dit « Mais faites des stages, je signerai vos conventions, faites des stages. » Et je fais un stage en télévision. Voilà, je trouve mon premier stage en télé. Et je ne savais pas à l'époque, mais en fait, je suis resté 10 ans en télé. Voilà, j'en ai fait mon métier après. En stage ? Alors, pas 10 ans en stage, non. J'ai fait un stage de 5 mois et suite à ce stage-là, on m'a embauché. Et je crois que j'avais tellement envie et besoin de mon indépendance. Et puis vivre à Paris, c'était un peu mon rêve. Hein. Donc j'ai accepté ce taf, même si c'était pas exactement ce que je voulais faire, en me disant je trouverais autre chose là-bas. Et en liste non exhaustive, tu as travaillé pour quelle émission ? Pour faire briller les oreilles des auditeuristes ? J'ai travaillé, la première émission sur laquelle j'ai travaillé, c'est Baby Boom. Ok. Voilà. J'ai travaillé pour un jeu télé qui s'appelait Qu'est-ce que je sais vraiment ? J'ai travaillé pour une émission de peintre amateur qui s'appelait À vos pinceaux, avec Marianne James. Bon, personne ne connaît cette émission, malheureusement, je crois que il n'y a eu qu'une saison. J'ai fait Lego Master, j'ai fait Masterchef. J'ai fait... j'en ai fait quand même pas mal. Et des choses très différentes. Donc en vrai, c'était chouette. Je me suis amusé quand même. Et tu vas partir au Canada sur un coup de tête. Pourquoi ? Comment ? Parce que dans le fond, tu as commencé de bien t'installer en Ouais, je suis bien télévision. installé. Je suis bien installé, mais je sais quand même que c'est pas ce que j'ai envie de faire dans l'absolu. Je travaille en production, je suis assistant de production, alors que moi j'ai quand même une fibre plus artistique au départ. Et
voilà, je m'y retrouve pas vraiment, même si c'est confortable et que je travaille avec des gens que j'aime beaucoup. Et en 2016, pour moi, c'est une année où je commence vraiment à accepter ma sexualité. J'ai commencé à faire mon coming out auprès de mes amis. Je rencontre mon premier copain, dont j'étais fou amoureux. Et il va me larguer au bout de 10 mois. Et il se trouve que j'ai obtenu quelques mois auparavant une lettre de recommandation pour aller au Canada, parce que c'était quelque chose que j'avais en tête depuis un petit moment. C'était pour moi l'occasion d'arrêter de faire de la télé, de voyager, de faire autre chose, quoi. Et j'avais remis ce voyage-là en question puisque j'avais rencontré l'amour. Et puis, comme l'amour s'est en allé, je me suis dit, bon, c'est le moment, on va partir au Canada. Voilà. Et donc, je suis parti le cœur brisé au Canada, avec de grands espoirs que ma vie change du tout au tout. Et spoiler alert, est-ce que ta vie a changé ? Elle a pas mal changé quand même. Elle n'a pas changé du tout au tout, mais je me suis trouvé, ouais. Ça, c'est sûr. Du tout au tout. Je voulais faire une blague avec Audrey Tautou. Ouais. Ouais, je la cherchais aussi, j'ai pas trouvé. Du tout au tout, Audrey. Voilà, Bon. et ensuite, tu sais, t'enchaîner ça normal. Attends, je la refais. Du tout au tout, Audrey. Non, tu vois, même en étant persuadé, ça marche pas. Non. Mais alors, tu sais quoi ? On va y revenir après à ce séjour au Canada, parce que au séjour au Canada, tu vas découvrir quelque chose qui s'appelle quoi ? Le drag. Oui, dragouiller. Oui, dragouilla. Le drag. Mais on y reviendra juste après les questions de Mia, parce que comme tu le sais, à la rédaction, comme tu sais, à la rédaction de la Queen Interview, j'ai une assistante éditoriale qui s'appelle Mia. Et d'ailleurs, Mia, elle est toujours là avec nous, à se poser les petites questions, à enquêter sur les invités. Et on va lui dire un petit bonjour. Salut Mia. Bonjour, je m'appelle Mia, j'ai 4 ans et demi. Aujourd'hui, je suis disponible. Bienvenue à Mia Question. Bah ouais. Elle est trop mignonne. Mia, cette semaine, donc, elle est allée enquêter sur tes réseaux de Loulou de Cacharel. Et elle a forcément des petites questions. La première question de Mia. Pourquoi tu fais tout le temps des blagues? Ah ouais, c'est un truc assez récent, ça, en plus, dans mon activité Instagram. Ouais, j'ai commencé à faire des petits TikTok à la con, tu vois. Et en fait, ça me fait rire. Je sais pas, je crois que quand on voyait mon Instagram avant, on s'attendait pas forcément à ce que je sois drôle. Surtout que j'ai un visage assez fermé, ce truc très hautain dans mon drag et tout. Et en fait, moi, j'aime bien être drôle. J'aime bien qu'on se marre un peu, quoi. Donc, c'est un truc que j'explore aussi beaucoup dans les petites vidéos TikTok, parce que ça marche très bien sur TikTok et que ça me donne de la visibilité. Et qu'on va pas se mentir, un Instagram pour une drag queen, c'est un CV, hein, c'est chouette, ça donne des opportunités. C'est important les réseaux aujourd'hui quand on est drag, on pourrait pas exister sans réseau. Ah si, il y a plein de queens qui s'en sortent très bien sans. Mais des anciennes. Ouais, mais c'est vrai que c'est quand même important. Et moi, j'ai eu plein d'opportunités par des gens qui m'ont contacté sur les réseaux. C'est-à-dire, je cherche pas absolument à développer mes réseaux, mais j'essaie quand même d'avoir une petite présence. Voilà. C'est un vrai métier, hein, de gérer des réseaux. Moi, je sais que c'est pas là où je me sens le plus à l'aise. Mais oui, j'essaie de faire en sorte que mes réseaux soient le reflet de mon drag et que ça donne envie. T'as déjà fait un concert? Ouais, j'ai fait un zénith récemment, ouais, je sais, ouais. Madame. Non, il faut arrêter de me parler de ça parce que je le place dès que je peux, c'est horrible, je suis devenue une personne insupportable. Mais oui, du coup, oui, je vais le placer dans la Queen Interview, mais oui, j'ai fait la première partie d'iPhone au Zénith avec Ruby on the Nail et Misty Phoenix, grâce à la Big Bertha. C'était incroyable, c'était fou, ça fait partie des trucs que j'aurais jamais imaginé faire dans mon drag, quoi. Performer devant 4000 personnes au Zénith de Paris. Et c'était comment ? C'était très grisant, voilà. T'as eu peur un peu ? Oui, mais pas autant que dans une salle de 20 personnes, bizarrement. Parce que tu vois pas les gens, en fait. Et puis tu sais que de toute façon, ils sont pas là pour venir, ils sont pas venus te voir à toi. Donc, je sais pas, il y avait un enjeu, hein, c'est certain, mais du coup, j'étais très à l'aise. Je savais que je pouvais que les surprendre dans le bon sens. Et je les voyais pas, surtout quand je parlais au micro. Donc, du coup, et puis je les entendais. Juste, en vrai, une salle de 4000 personnes qui hurlent, ça te porte, quoi. Donc, écoute, ouais. J'espère que c'est juste la première d'une longue série. On verra. Vivement la suite. Bah oui. T'es rousse ou t'es blonde? Ah, mais c'est pareil, c'est très récent, la rousseur. Hein. Allez voir récemment. Et puis, t'as pas non plus énormément de
de contenu sur Instagram. On va vite au Ouais, début de ta page. Hein. C'est vrai. Oui, et d'ailleurs, faut pas aller scroller trop bas. Voilà. Alors, il y a une photo de moustache Noël. Il y a des explorations différentes de Loulou de Mais alors, Cacharel. j'ai vraiment essayé parce que j'ai enlevé beaucoup de posts que j'avais fait au début, mais j'ai vraiment essayé j'ai enlevé les posts dont j'avais vraiment honte, mais j'ai essayé d'en garder quand même parce que j'aime bien l'idée d'avoir une continuité, de savoir de là où je pars en termes de make-up, en termes de look, etc. Mais moi, j'aurais dit brune en fait. J'aurais pas dit rousse ni blonde. Blonde, je l'ai été beaucoup. Au début, j'ai toujours vu Loulou blonde. Et là, je suis en train de faire une transition de couleur vers plus le brun. Je trouve que ça me va mieux. Et c'est vrai que j'ai une belle perruque rousse maintenant que je mets assez régulièrement, que j'adore. Et j'aime bien le roux. J'aime bien le roux, ouais. Mais j'essaie de le laisser à la Dufias quand même, parce que ça lui appartient. C'est à elle. Et alors, t'as supprimé quoi comme post dont t'avais honte ? Oh, les premiers make-up, les premières tentatives, les moments où j'essayais d'être Cam Hughes alors que, clairement, j'avais ni les compétences, ni les compétences d'ailleurs, c'est tout. Ouais, tu sais que même Cam Hughes, elle a du mal à être Cam Hughes, hein. Parfois. Oui, j'imagine, ça doit être difficile. Ça doit être difficile d'être belle. Hein. Et nous, on le saura jamais. Ah complètement, ça c'est sûr. Pourquoi tu t'appelles Loulou de Cacharel? Oula, t'as 1 heure? Allez, c'est parti, let's go. Je m'appelle... Alors, j'ai commencé avec Loulou. Loulou est venue assez naturellement. Ça voulait dire plein de choses. Déjà, j'aimais bien l'idée que Loulou, c'était un petit surnom que tu peux donner à n'importe qui que t'aimes, ta grand-mère, ton petit copain, ton chien. Voilà, c'est un peu le honey français, Loulou. Puis dans la culture française, Loulou, c'est très inscrit aussi. Il y a Loulou de la Falaise, Loulou Gasté. Enfin, il y avait plein de Loulou comme ça. Il y a plein de cafés à Paris qui s'appellent Chez Loulou. J'aimais bien ça aussi, ça fait très convivial. Loulou, c'est ma petite sœur qui s'appelle Luna. Donc c'était un petit clin d'œil à ma sœur aussi. Et ce qui a fini de me convaincre, c'est... j'étais dans la voiture avec ma meilleure amie et on écoutait à fond l'album de Juliette Armanet, Petite Amie. Et il y avait une chanson qui s'appelait Loulou dedans, que j'adorais. Et j'ai dit, ah ouais, vraiment, c'est une bonne idée. Donc ça a d'abord été Loulou. Et après, j'ai voulu m'accorder la fantaisie d'avoir un titre de noblesse, avoir une particule. Et je me suis dit, Loulou de Cacharel. Ça me faisait rire en fait ce truc parce que Loulou, c'est un parfum donc de Cacharel qui est sorti dans les années 90 et qui avait une pub iconique, très cinématographique, très dramatique. Vous êtes sûr? Oui. J'adore. Ah, mais c'est quelque chose. En plus, là, je nous ai mis la version longue. Ah, je te limite pendant ce temps. Ouais, elle le vit. Ouais, vraiment, elle traverse un décor de cinéma, c'est sublime. Vous n'avez pas vu Loulou? Loulou, elle vient de partir. Loulou. Loulou? Oui. Tu peux mettre la garde bleue sur le... Ah oui, c'est vraiment la version longue. Elle enlève son béret. C'est moi. Loulou, le nouveau parfum de Cacharel. Et ouais, voilà. Alors, il y a eu cette version-là. Et il y a la version des nuls. Bah ouais. Toi, t'es plus Cacarel ou Cacharel au final? J'y ai pensé au début. Je vais te raconter. Loulou? Loulou? Vous n'avez pas vu Loulou? 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 Elle est au cabinet. Au cabinet. Loulou de Cacharel. Ah typiquement dans mes références, ça a fait partie du choix aussi, mais quand j'ai rencontré la Duchias, en plus, je me suis dit, est-ce que je m'appellerais pas Loulou de Cacharel? Et finalement, c'était trop éloigné de mon drague. Voilà, donc j'ai choisi Cacharel parce que c'était plus classe, mais les nuls, j'adore. Cette pub, de toute façon, elle est assez iconique. Ouais, de ouf. Moi, j'aimerais beaucoup qu'on la refasse pour le teasing de cet épisode. D'une certaine manière, qu'on trouve une façon de le faire. Parce que je trouvais ça très très drôle. Non mais en vrai oui, j'ai déjà l'idée, je sais déjà où je vais le faire. Bah voilà, moi je pense qu'on pourrait faire ça. On va complètement faire ça. Très bien, donc maintenant on sait pourquoi il s'appelle. Donc énorme, mais t'as raison. Quand tu nous as pas menti sur les origines de Loulou. Il y a beaucoup d'origines à Loulou. Oui, il y avait vraiment tout convergeait vers ce nom Loulou et je me suis dit let's go, vas-y. Et puis même je trouve dans la culture drague et même beaucoup dans la ballroom, le fait de se réattribuer des noms de marques de luxe, c'est assez commun. Et donc, j'aimais bien faire partie de cette legacy
Voilà. Alors bon, Cacharel a un peu mal vieilli, on va pas se mentir, mais voilà, j'aimais bien le look de Cacharel. Voilà. Et du coup, la musique de fond, c'est, voilà, parce qu'on aime bien la culture aussi dans la Quinterview, c'est l'opus 50, Pavane de Gabriel Fauré. Regarde. Tu sais que je savais même pas. Eh ben, moi non plus, mais je suis allé me Tu renseigner. vois la culture populaire, vraiment. Exactement, la culture pub, et j'aime pas le classique, mais ça j'aime bien. Ouais. C'est des compiles qui sont vraiment pas mal sur Spotify, les albums qui étaient sortis et tout, Mais autour de la vraiment. pub. Mais c'est dans ces moments-là que je me rends compte que j'ai pas de culture. Récemment, j'ai fait un blind test avec des amis et je me suis rendu compte, ils ont passé une musique et je me suis dit, oh, c'est la pub pour le jambon Herta. Impossible de savoir de quelle était. Donc c'était du classique, hein, mais voilà, pour moi c'était la pub du jambon Herta. Voilà. Donc vive la culture populaire. Exactement. Eh bien, merci beaucoup, Mia, pour toutes tes questions. Merci, Mia. Une fois de plus, tu as été incroyable. Et on se dit quoi? On se dit à la prochaine fois? À la prochaine fois. Eh bah oui, à la prochaine fois. Bisous ma puce. Gros bisous, Mia. Et merci à ses parents, Alice et Gilles, de lui avoir permis de se poser toutes ces questions. Avant d'arriver aux questions de Mia, on était en train d'arriver au Canada. On était là, on avait pris notre petit billet d'avion, notre petite lettre de recommandation, et on est arrivé de l'autre côté de l'Atlantique. Eh ben, qu'est-ce qui s'est passé? Comment? Pourquoi? À quelle heure? Avec qui? Dans quelle étagère? Je veux tout savoir. Donc du coup, je me retrouve après une rupture à partir au Canada en 2 mois, donc je quitte tout, mon travail, mon logement, tout, et je pars vivre au Canada et je suis accueilli je pars du côté de Vancouver, et je suis accueilli par un ami de ma cousine est toujours présente, qui m'accueille là-bas, et je pars avec un PVT, c'est les permis vacances-travail qui te permettent de rester 2 ans au Canada. Avec 0 plan, voilà, je ne sais pas ce que je vais faire là-bas, mais je vais chercher du travail et je vais apprendre l'anglais, quoi. Je vais améliorer mon anglais. Voilà, ça c'est le point de départ. Et alors, donc t'arrives là-bas et... J'arrive là-bas. Tu travailles, d'abord, en fait, comment tu procèdes? Tu trouves un job, t'as un peu des connaissances, des gens qui t'aident à rencontrer des gens. En gros, comment se développe un peu et toi et ta vie sociale là-bas, qui était quand même déjà pas mal installée quand Ouais. t'étais en France Bah, et à Paris. Déjà, j'arrive, je déprime, parce que je viens de me faire larguer. Je chante Vancouver, la chanson de Véronique Sanson, dans le port de Vancouver. Voilà, vraiment très premier degré, très cliché. Non, mais t'as vraiment fait ça? J'ai vraiment fait ça. C'est-à-dire que t'es allé chanter dans le port de Vancouver, Exactement. Il pleuvait, parce qu'il pleut toujours à Vancouver. C'était incroyable. Mais ouais, Véronique Sanson, j'adore. Et je pense qu'au bout de 2 semaines là-bas, je trouve un travail. Donc je vends des chaussures dans un grand magasin type les Galeries Lafayette. Voilà, je déteste ce travail, mais ça me permet d'apprendre l'anglais. Je rencontre des gens. Et je me mets à la danse, parce que mon ex était danseur, il m'avait initié un peu à la danse. Et là-bas, je m'y mets vraiment, mais de manière obsessionnelle, c'est-à-dire que je vais faire 3, 4, 5 cours par semaine, contemporain, classique. Enfin, j'essaye à peu près tout, mais surtout contemporain. Tu rattrapes le temps perdu. Ouais, vraiment. Et en fait, mon séjour au Canada, c'est vraiment ça. Je découvre qui je suis en tant qu'homme homosexuel. Je suis loin de ma famille et de toute personne que je connais. Donc, je peux complètement... en fait, je suis déjà gay aux yeux des gens que je rencontre là-bas. Donc, j'ai pas besoin de refaire tout le travail ou de me représenter. Je peux m'exprimer déjà comme je suis là-bas. Je commence à devenir beaucoup plus queer. Je fréquente beaucoup plus de lieux LGBT. Je suis très en colère aussi. Je développe une colère envers l'injustice, envers ma communauté et les injustices dont on est victime. C'est vraiment là que que mon militantisme dans la communauté LGBT, il naît, quoi. En plus, je suis dans un pays... Tu te sens complètement toi quand t'es là-bas. T'as l'impression d'un coup aussi de te découvrir sans barrière, sans Ouais, filtre. vraiment, je me sens beaucoup plus libre. Alors, c'est un processus, hein, ça s'est pas fait tout de suite, mais oui, j'ai plus peur d'être efféminé, je m'habille beaucoup plus comme je veux, je laisse pousser mes cheveux parce que j'ai toujours eu envie d'avoir les cheveux longs, je vais prendre des cours de danse. Donc, oui, j'explore un peu ce qui me plaît et ce que j'ai envie d'être, quoi. Et là-bas, tout de suite tu te mets au drag ou t'as pas encore découvert le drag? Non, c'est arrivé. Alors, je suis resté 1 an à Vancouver et vers la fin... Dans le port ou t'avais bougé depuis? J'ai bougé, mais j'étais pas très loin du port quand même, toujours à proximité. Et en fait, un jour, je suis chez des amis et en fait, on boit l'apéro et puis ils lancent Netflix en fond et ils lancent la saison 8 de RuPaul's Drag Race
qui était la seule saison disponible sur Netflix à l'époque. Et je découvre à ce moment-là l'émission. Et en fait, c'était censé être en fond sonore. Et en fait, je regarde littéralement l'émission et j'adore, quoi. Et je me dis, mais c'est génial. Et donc, j'ai bouffé la saison en 1 semaine, même pas. J'ai tout regardé chez moi en rentrant. Et quand tu vois ça, qu'est-ce qui tilte en toi? Qu'est-ce qui fait oh, wow. En fait, l'émission, elle est... Je l'ai hyper bien fait, Ouais, vraiment. La personne... oh là là, c'est incroyable. C'était pas un effet que t'as lancé avec ta petite machine? Non, c'était juste... Je suis assez impressionné. Merci beaucoup. Je l'ai bossé. Et non, mais c'est une émission qui... Enfin, je vois des queens qui performent sur scène, ce que j'ai toujours eu envie de faire, qui en même temps ont un vrai message, qui parlent de vrais sujets. J'ai l'impression que c'est la rencontre de tout ce que je recherche depuis des années, quoi, où j'ai envie de monter sur scène, j'ai envie d'exprimer ma queerness, j'ai envie de faire passer des messages parce que je suis en colère, que je comprends pas le monde dans lequel je vis. Et le drag rassemble tout ça. Et en plus, je peux utiliser mes compétences en danse maintenant à travers le drag, parce que je comprends très vite que je serai jamais un grand danseur. Hein. Voilà, j'ai commencé trop tard et en fait, tout d'un coup, je trouve cet art et je me dis mais c'est génial. Et heureusement qu'il n'y avait qu'une saison sur Netflix, parce que du coup, ça m'a poussé à aller voir des vrais shows sur place à Vancouver. Et t'en trouves facilement? À Vancouver, un petit peu, ouais. J'y vais doucement au début parce que mes amis s'en foutent un peu, ça les intéresse pas. Donc j'y vais 2-3 fois. Et puis, au bout d'un an, je déménage à Montréal et je recommence à nouveau tout à zéro à Montréal parce que je connais personne, voilà. Et là, par contre, j'y vais, je développe une obsession comme j'avais été obsédé par la danse, c'est-à-dire que j'y vais 3 à 4 fois par semaine. Je suis au Cabaret Mado, je suis toujours rue Sainte-Catherine, là où il y a des shows drag, quoi. Et je rencontre des queens comme Gisèle Lebaille, Tracy Trash, Rainbow, qui me fascinent et je les trouve incroyables. Et c'est là que je me dis, ah oui, mais c'est sûr, je veux faire ça, en fait. Vraiment, je veux faire ça. Et tu commences là-bas? Non, je commence pas là-bas parce que je sais que mon temps est compté là-bas, que je vais rentrer en France. Et j'ai pas envie de stocker des affaires que je ne pourrais pas ramener en France. Voilà, le drag, ça prend beaucoup de place, c'est un gros investissement. Donc je sais que je pourrais pas stocker tout ça. Et je pense que je me sens pas très à l'aise de commencer à l'étranger pour je ne sais quelle raison. Et je me dis non, mais quand je vais rentrer à Paris, dès que je rentre à Paris, je m'installe, je trouve un travail et je commence le drag. Donc en gros, pendant que tu es encore au Canada, tu te documentes, tu emmagasines, ouais. Tu réfléchis à potentiellement des choses que tu pourrais faire, mais c'est très interne, quoi, très intérieur. Exactement, je développe un œil critique aussi, où je me dis, là je ferais tellement mieux. Vraiment, c'est vraiment horrible. Mais en même temps, c'est un moteur, tu vois, si tu te dis... mais moi, si j'avais fait cette chanson, mais j'aurais fait ça, pourquoi elle n'a pas fait ça, tu vois? Donc oui, c'est à ce moment-là que je commence à avoir plein d'idées de perf et je recommence à faire ce truc que je faisais quand j'étais petit, de reperformer dans ma chambre et à imaginer des lip-syncs incroyables ou des idées de perf. Enfin, là, l'enfant revient et se réapproprie tout ça. Et oui, je commence à imaginer déjà plein de trucs et je m'y vois, quoi, en fait. Vraiment, c'est évident. Et alors, quand tu rentres en France, tu te dis, je rentre en France pour faire du drag, ou tu rentres en France parce que tes 2 ans là-bas sont terminés et qu'il faut que tu trouves quelque chose à faire Je rentre en France parce que j'ai envie de rentrer en France, et que ça faisait partie du plan et que j'avais pas prévu de m'installer au Canada. Mais oui, il y a vraiment cette idée-là de, maintenant, il va falloir trouver du travail, se réinstaller à Paris, et je veux trouver un moyen de faire du drag, quoi. Faut que je trouve comment faire. C'est quoi le premier show drag que t'as vu à Paris? Ou la première image du drag? Ou le premier truc drag que t'as fait en rentrant en France? Alors, en rentrant en France, je pense 2 semaines après être rentré, je trouve un travail, je trouve une sous-location en urgence pour bosser à Paris. Donc, je me réinstalle très très vite à Paris. Et je tape sur Facebook à l'époque. Waouh! C'était déjà la fin de Facebook à l'époque. C'est quoi Facebook? Ah, laisse tomber, ça sert plus à rien. Ok. C'est un truc avec des gens racistes. Et pour souhaiter les anniversaires des gens. Ah oui, aussi. Moi, je m'en sers pour les anniversaires. C'est un super calendrier. Et les events, un peu pour les drag queens, on fait encore un peu des events sur Facebook. Oui, mais des vieux events. C'est des events d'il y a 2-3 ans que vous faites sur Facebook. C'est pas des events récents. Par exemple, quand je performe un Mauvesin, je lance l'event sur Facebook, ça marche très bien. C'est vrai que ça dépend du film. Voilà. Non, je tape sur Facebook Drag Show Paris et je tombe sur la soirée Dragon, qui était une soirée organisée par Icy Dragon. Qui est pas loin de chez moi en plus, et je motive une copine et je dis viens, on y va, on va voir et tout, et donc je vais, c'est la première soirée de drag que j'ai fait à Paris, c'était celle-là, et j'y vais et je rencontre la première drag queen à qui je parle sur place, et c'était la Duchias. C'est qui la Duchias? La Duchias, à l'époque, c'est une drag queen que je trouve absolument incroyable,
Et aujourd'hui, c'est toujours une drag queen que je trouve incroyable et c'est un de mes meilleurs amis. Voilà. C'est fou de se dire que la première drag queen que j'ai rencontrée est restée dans ma vie et pas juste en présentiel, mais vraiment est devenue quelqu'un de très très proche. C'est incroyable. C'est la bonne pioche, quoi, vraiment. Et donc tu vois une drag queen française pour de vrai, là. Donc la première que tu vois, c'est la Duchesse. Alors qu'est-ce que tu vois et qu'est-ce qui te plaît en elle? Ce qui me plaît en elle, elle est très drôle, elle est extrêmement drôle. C'est un comédien dans la vie, donc ça se voit sur scène, il me captive tout de suite. Et globalement, je suis captivé par le show, hein, je suis émerveillé, je me dis waouh. Puis je sais pas, je me sens. En fait, je me vois encore plus performer sur cette scène. Et il y avait un jeu à la fin de la Dragon où le public faisait des battles avec les queens sur des lip-sync, voilà, et pour gagner des shots. Et évidemment, ma copine me pousse à aller sur scène et le faire, et je le fais, je donne tout ce que j'ai pour me faire remarquer. Et donc je fais ça une fois, puis je le refais une deuxième fois à la Dragon suivante, et en fait, très vite, Aïssi se rend compte qu'il y a un truc et me propose de venir faire la scène dans 2 mois. La prochaine, pas la prochaine, mais celle d'après, quoi, du coup, dans 2 mois. Incroyable. Donc, c'est-à-dire, tu fais ta première soirée sortie où tu vas voir un show drag à Paris, et là, on te dit, OK, tic-tac, tic-tac, j'aimerais bien que tu reviennes dans 2 mois, t'as encore pas fait de drag. Ouais. Et là, elle t'a lancé un espèce de chrono, t'as 2 mois pour te préparer. Ici, en fait, la Dragon, c'était une sorte de scène ouverte. Il y avait beaucoup d'artistes émergents. C'était en 2019 aussi, donc c'est vraiment le baby-boom du drag 2019, où il y a vraiment tout un tas de drag queens qui sont nées à ce moment-là, et j'en fais partie. Et oui, elle voit que je suis à l'aise sur scène, en fait, donc elle me le propose. Et sauf que je dis oui, mais je n'ai littéralement rien. J'ai pas de drague, je me suis jamais maquillée, je sais rien faire, voilà. Et donc là, je me dis, ok, t'as 2 mois pour apprendre et te lancer, quoi. Tiens, d'ailleurs, je pense à un truc. Il y a quelqu'un avec qui on a parlé. Je sais plus ce qu'il avait dit. Déjà, pour te dire, ma grande, que je suis hyper, fan de l'artiste que tu es et que tu es devenu avec le temps. T'as réussi à proposer des choses de dingue, et c'est toujours un plaisir de te voir sur scène ou de travailler avec toi. Et en parlant de travailler avec toi, moi, la petite question que j'avais, c'était quel est pour toi ton meilleur souvenir de ce qu'on a pu traverser ensemble, avec toutes les dates qu'on a pu faire, les tournées, les dates ailleurs, hors de Paris. Quel est ton meilleur souvenir ? Voilà. Je t'embrasse, je t'aime, et je suis encore une fois de plus très fier de toi. Voilà, c'était la Duchesse qui t'aime. C'est horrible ce que tu me fais, je suis à 2 doigts de chialer, j'ai l'impression d'être à la Starac. Pourquoi ça t'aime autant ? Je suis ému parce que je m'attendais pas déjà, c'était une belle surprise, et puis parce que j'aime beaucoup la Duche, quoi. Vraiment, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, donc ça me touche beaucoup. Bah ouais, ça lui a fait plaisir de te laisser un message quand je lui ai dit est-ce que tu voudrais pas lui dire un petit mot, lui poser une petite question. Après, elle a répondu présent direct. Ouais, oui, toujours, hein, la Duche, c'est vraiment quelqu'un sur qui je peux compter, c'est pas juste professionnel, hein, on est vraiment amis dans la vie. Le meilleur souvenir, franchement, avec la Duche, c'est l'assurance de se marrer déjà. Enfin, vraiment, à chaque fois qu'on performe ensemble, c'est incroyable. Mais je pense qu'elle sera d'accord. Le meilleur souvenir que j'ai avec elle, c'est les dates qu'on a fait à Lyon, dans un festival de théâtre qui est organisé par des amis de Jean. Et on avait notre seule en scène à 2 qui s'appelle... la première année, ça s'appelait La Belle et la Drôle. Et on est revenu l'année suivante et ça s'appelait Je t'aime Mélancolie. Et voilà, c'était un spectacle d'1h30 où on performait en duo et solo. Et c'était la première fois aussi que moi, je construisais un spectacle. Et à 2, sur 1h30, c'est quand même balèze, et c'était vraiment chouette, quoi. Et ça m'a confirmé que j'avais envie de travailler avec Jean, la Duchesse, pardon. Voilà, donc c'était exceptionnel. Ouais, mais la Belle et la Drôle, parce que vraiment, c'est le début de notre drague à tous les deux. C'est-à-dire que moi, j'étais belle assez vite, finalement, et elle a toujours été très drôle. Et voilà, et on a tellement partagé que grâce à moi, elle est devenue belle, et grâce à elle, je suis devenu drôle. Oh là là, c'est un échange de bons procédés. Voilà, c'est ça. Eh ben, merci beaucoup, la Duchesse, pour ce petit message. Merci, la Duche. Ouais. Je t'aime aussi. On l'a fait chialer. Bravo. Je te félicite. On y revient. Donc, t'es là, à la Dragon, première soirée drague. Tu rencontres la Duche.
malheureusement, on te propose de faire une soirée et de performer en drague dans 2 mois. Comment se passent ces 2 mois ? C'est quoi un peu les processus là pour être prêt dans 2 mois sur scène ? Alors, je pense que ce qui me stressait le plus, c'est d'apprendre à me maquiller, parce que vraiment, j'avais 0 compétence en maquillage, donc j'ai appris dans ma chambre en regardant des tutos, notamment les tutos de Camille Hughes, qui à l'époque faisait des super tutos sur les débuts du drag. Et vraiment, voilà, j'ai appris à me maquiller chez moi, bloquer mes sourcils. J'ai commencé à acheter des produits qui n'étaient évidemment pas les bons, le fond de teint à la mauvaise teinte, tout ça, quoi. Et puis j'achète ma première perruque, je vais en fripe, je construis mon look avec... Il y avait un thème, le thème c'était les pirates. Donc voilà, j'ai un de mes meilleurs amis de Vancouver qui me dit « Tu devrais vraiment faire cette chanson de Billie Eilish que je connaissais pas à l'époque. » Donc je fais cette chanson, voilà. Et j'utilise mes petites compétences en danse pour essayer de faire une mini choré, alors que j'ai jamais marché en talons de ma vie. Enfin bref, voilà quoi. Je prépare tout ça chez moi tous les soirs en rentrant du travail, vraiment. Ça devient mon activité du soir. Et plus les jours se rapprochent, plus tu te dis quoi ? Oh, mais je suis dans un état de panique. Je me dis, mais je vais être ridicule, mais pourquoi je ferais ça, mais pourquoi je fais ça, mais c'est n'importe quoi. Puis il y a toujours aussi quand même un grand sentiment de transgression. Voilà, je me dis, parce que je vais faire du drag là. Tu te rends compte si tes parents le savent, s'ils l'apprennent. Enfin, vraiment, il y a vraiment un grand sentiment de transgression aussi. Je suis pas juste homosexuel, je vais faire du drag, quoi, tu vois. Encore homosexuel, ça va. Oui, voilà. Mais faire du drag. Non, mais tu te rends compte, être efféminé, tout ça. Non, mais la honte. La honte. Et donc, la honte arrive. Je sais pas dans quel état j'étais, mais en plus, je savais qu'il y aurait une de mes meilleures amies dans la salle. Il y avait pas mal de gens qui venaient me voir et tout, donc je devais sûrement être en tachycardie. Des gens du travail aussi ? Il y avait des gens du travail aussi qui sont venus me voir, ouais. Donc, ouais, tu te dis, comment ces gens-là vont prendre ce truc-là, quoi. Bon, après, en même temps, c'était des amis, hein, sinon ils seraient pas venus. C'était pas des collègues, des vastes collègues, c'était vraiment des amis. Voilà. Et donc, tu te prépares, t'arrives, et là, qu'est-ce qui se passe sur cette première fois en drague ? Ça se passe pas trop mal. Alors, c'est pas une performance dont j'ai honte aujourd'hui. Tu vois, je la revois volontiers. J'ai même je me suis assez ému de la revoir et tout parce que je vois des choses que j'ai gardées aujourd'hui. Donc, ça me rassure sur le fait que ça a toujours été en moi. Mais je suis assez ému et puis c'était pas une si mauvaise perf pour une première. C'était plutôt pas mal et puis j'avais vraiment l'impression, d'être ultra fraîche, d'être la reine du monde, quoi. Vraiment. Et c'est pour ça qu'on fait du drag, hein. C'est clairement pour ça. C'est pour se sentir on top of the world. Donc ouais, vraiment un sentiment de liberté immense à ce moment-là où, dès la première performance, je sais que c'est ça que je veux faire, quoi. Entre le moment où tu as découvert le drag et cette première performance, il s'est passé combien de temps ? Non, je dirais 1 an et demi. Et c'est vraiment une année où je savais que ça allait arriver, quoi. J'attendais juste le bon moment. Je suis quelqu'un de très lent dans la vie, hein. Je peux me rendre compte d'un truc et attendre 1 ou 2 ans avant de passer à l'action. Quels sont les retours après cette performance ? Les retours sont très bons, mais en même temps, c'est mes amis, donc forcément, ils sont hyper dans le soutien. Mais les retours sont très bons, mais même parmi les autres queens qui me disent « Ah ouais, tu te débrouilles vachement bien et tout ». Je parlais de la Duche, mais j'ai rencontré d'autres artistes formidables. Ils sont devenus des amis après, à la Dragonne. Et en fait, je deviens rapidement une des régulières de la soirée Dragonne, qui est une soirée mensuelle ou bimensuelle, je ne sais plus. Je crois que c'était bimensuelle à l'époque. Bimensuelle, ouais. Et je deviens une régulière, c'est-à-dire que je performe au moins tous les mois, une fois à la Dragonne. Donc très très vite, j'ai quand même pas mal de bookings. T'as des bookings là-bas, mais est-ce que tu commences aussi à avoir des bookings un peu ailleurs, à d'autres endroits ? Est-ce que tu commences à te faire un nom ? Alors au début, non. Je pense que ça a duré 4-5 mois, sachant que j'ai un travail à temps plein à cette époque, où je faisais uniquement la Dragonne. Et après, je participe à une compétition qui s'appelle la Drag Me Up. C'est quoi la Drag Me Up ? C'est le drag race local parisien, quoi. Voilà, c'est une grosse compétition de drag queen et king maintenant, où toutes les semaines, il y a des artistes qui viennent performer sur scène. Il y en a un qui est éliminé chaque semaine. Et voilà, tout ça jusqu'à la demi-finale, puis la finale. Donc on parle sur une année 30 à 35 artistes pour une finale à 4 et une gagnante à la fin. Et comment tu l'as vécu, le fait de participer à une compétition ? C'était à la fois horrible et génial. Horrible parce que c'est le contexte de la compétition et que je suis quelqu'un de très angoissé, donc pour moi ça a été assez difficile à vivre, mais génial parce que déjà ça me challenge de ouf, que je teste des nouvelles choses, que toutes les semaines je suis sur scène devant un public,
C'est vraiment là que je découvre ma corporalité, ce que j'ai envie de faire sur scène, ce que j'aime moins. C'est une compétition donc, avec des thèmes, donc forcément tu es poussé dans tes retranchements, tu fais pas forcément les choses que tu aurais imaginé faire. Tu vois, par exemple, je me souviens d'un thème cabaret. Je pense que j'aurais jamais fait de cabaret si j'avais pas eu ce thème-là. Et au final, je me suis rendu compte que c'était cool. Donc ça a vraiment permis de nourrir mon drag et de lui donner une direction. Pour moi, j'ai vraiment eu une adolescence dans le drag où je me suis cherché, où tu cherches tes looks, tu cherches ta coiffure, à quoi tu veux ressembler, quelle identité tu vas avoir. Et donc ça, c'était un peu mon adolescence drag, quoi. C'est ce qui m'a permis de me connaître en tant qu'artiste et ce que j'avais envie de faire. Et en même temps, ça m'a ouvert des portes parce que ça m'a fait connaître dans le milieu drag. Et c'est ça qui m'a ouvert à d'autres bookings avec d'autres artistes et sur d'autres scènes, quoi. Cette adolescence terminée, c'est qui Loulou de Cacharel? Loulou de Cacharel, c'est une femme au bord de la crise de nerfs, rockstar en devenir. Je me rends compte que je suis très nourrie. On me disait beaucoup au début de mon drag que j'étais pas assez féminine, que j'étais très butch dans mon attitude, alors que j'avais une allure, un look très féminin. Ce qui, je pensais, était un truc que je devais gommer du coup, alors que pas du tout. Je l'ai pas gommé, au contraire, je l'ai mis en avant. Mon drag, il est très nerveux, très colérique, esthétiquement très inspiré du glam rock années 70-80, mais aussi des muses d'Almodovar, comme ça, avec des grands cheveux et des couleurs primaires. Ouais, c'est ça, quoi. C'est ça qui me plaît. J'aime être intense, j'aime être énervé sur scène, j'aime voilà, faire passer des messages à travers... Vraiment, pour moi, le drag, c'est un moyen d'exprimer la colère que j'arrive pas à exprimer quand je suis pas en drag, quoi. Tu dis qu'elle est colérique. Pourquoi elle est colérique? Alors, je suis pas sûr d'avoir répondu encore à cette question, mais il y a vraiment cette idée que moi, je me mets jamais en colère dans la vie et je fais jamais de vagues alors que j'en ai envie comme tout le monde. Et le drag me permet de faire ça. Me permet d'envoyer balader ce qui me gonfle. Je suis beaucoup plus assuré quand je suis en drag. Je sais pas, il y a une espèce de feu en moi qui ne sort que quand je suis en drag, quoi. Et c'est assez fou. Et du coup, j'adore l'exprimer à travers du gros rock qui fait bien du bruit et des chorégraphies ou une corporalité hyper comme ça intense, quoi. Au final, c'est quoi le drag pour toi? Je crois que pendant longtemps, j'ai cru que c'était un truc hyper individualiste où c'était juste moi qui me cherchais et qui avait envie de nourrir un peu mon ego. Et c'est le cas, hein, en réalité. Je pense que c'est le cas de plein d'artistes drag, surtout moi. Où on a Loulou de Cacharel. Non, mais je ne suis pas une particularité, je suis une généralité. Je crois que j'avais très envie qu'on me voie, parce que je suis quelqu'un qu'on ne voit pas dans l'espace public quand je suis pas en drague. Je suis très discret, je suis très timide, très introverti, donc je pense que c'était mon moyen à moi d'exister et de me narcissiser. Je crois que je cherche à trouver un point de rencontre des émotions assez fortes qu'on peut ressentir, que ce soit de la colère, de la tristesse, de la frustration, notamment pour les personnes queer. Je trouve qu'il y a un truc assez évident qu'on ressent tous et qu'on n'arrive pas trop à exprimer. Et c'est ce que j'ai envie de montrer sur scène pour que les autres le reçoivent aussi, quoi. Et que ce soit une espèce de thérapie de groupe. Il y a vraiment cette idée-là de partager un moment intense avec les gens. Alors parfois c'est beaucoup plus léger que ça, hein. Je peux aussi partir dans des choses beaucoup plus légères, mais par exemple là depuis quelques temps j'ai mon événement où du coup j'ai un micro et je parle. Et j'aime beaucoup parler de ma psychothérapie parce que j'ai l'impression que c'est des choses qui vont parler aux gens à qui je m'adresse, quoi. Et qu'on traverse tous des choses quand même assez similaires. J'ai vraiment envie de faire une espèce de thérapie de groupe, quoi. Est-ce que le drag t'a aidé à t'accepter plus, à accepter ta sexualité, à accepter qui t'étais, et à être plus à l'aise, à sortir aussi de ta timidité? Est-ce que ça t'a fait du bien? Alors, je sais pas si ça m'a aidé ou si ça a compartimenté. Je crois que je suis encore très compartimenté entre mon drag et qui je suis hors drag, même si c'est pas un personnage que j'incarne, hein, c'est vraiment moi, mais avec moins d'inhibition. Mais je crois que je compartimente encore beaucoup et ma queerness, elle s'exprime quasiment qu'à travers mon drag maintenant. Ouais, je pense que j'ai encore besoin de trouver ce point ce juste milieu et ce compromis entre qui est Loulou et qui est Alexis. Mais c'est encore un peu flou. Et vraiment, je reviens sur ce sentiment de honte qui existe encore très fort chez moi à travers des mécanismes de défense et de protection.
quand je suis en drague, je disais ça récemment à un ami, je disais c'est fou parce que quand je suis en drague, quand je sors du taxi, j'ai vraiment l'impression d'être une sous-merde dans l'espace public, et dès que j'arrive dans le bar, je suis la reine du monde, quoi. Voilà, et j'aimerais bien justement dans l'espace public ressentir ce truc-là de bah non, je peux être la reine du monde dans l'espace public aussi, quoi. Et pour l'instant, je vis encore un peu la honte. C'est très dur de s'en débarrasser. Donc voilà, c'est un travail, j'y travaille. C'est à ça que me sert le drag aussi, quoi. C'est pas juste de l'art, c'est vraiment un cheminement personnel aussi vers plus de sérénité. La honte que tu ressens en sortant du taxi, en allant dans le bar, c'est la même honte que tu ressentais enfant quand tu te retrouves d'un coup le seul petit garçon à la danse? Ah oui, c'est vraiment les regards, on me juge, et puis j'anticipe beaucoup les réactions des gens, par peur, donc oui, c'est complètement la même chose. Et ouais. Tes parents dans tout ça? Mes parents sont un super soutien, beaucoup Ça a plus. été facile de leur annoncer, 1, que t'étais gay, 2, que tu faisais du drag? Tu l'as Alors, fait en même temps d'ailleurs? J'ai fait en même temps les deux. Oh bah voilà. oui, bah non mais allons-y. Non, mais voilà. Deux révélations pour le prix d'une. Écoute, franchement. pourquoi pas après tout. Ah ouais. Non, mais moi j'ai fait mon coming out parce que je suis arrivé à un moment de trop plein, en fait, où je me suis dit mais en fait là je ne peux plus vivre comme ça, vraiment il faut que je le dise, il faut que ça sorte, parce que je faisais partie de ces gens qui essaient de se convaincre que oui, mais si on considère que c'est normal, on n'a pas besoin d'en parler. La vérité, c'est que même si on considère que c'est normal, ça reste une discussion qu'il faut avoir, parce que voilà, c'est pour soi. En fait, on a tendance à penser que le coming out, on le fait pour les autres, pour leur dire qui on est. Moi, je pense qu'on le fait surtout pour soi et pour être en accord avec soi-même. Et donc voilà, je suis arrivé à ce point un peu de non-retour où je me suis dit là maintenant, il faut le faire, il faut le dire. Et donc, je sais pas, on devait être un samedi après-midi et j'ai appelé tour à tour mon père et ma mère pour leur dire je suis gay et je fais du drag. Voilà. Et comme ça, c'était fait. Et après, j'étais tranquille. Et j'ai eu évidemment les réactions que j'aurais pu avoir 10 ans plus tôt, hein, de parents qui étaient hyper compréhensifs et qui m'ont posé beaucoup de questions. Et une fois que les questions étaient posées, c'était parti, quoi. Ils étaient à full support. Je crois que deux jours après, mes parents me suivaient sur mon compte Dragins sur Instagram. Et voilà, c'était une évidence, quoi. Et ça ils like tes parents? Ah, mes parents like, mon père like absolument tout ce que je fais. Il m'envoie des petites flammes, ma mère aussi, ils sont à fond, ouais, ils adorent. Ils regardent même pas le contenu, je crois, juste ils voient que c'est moi qui ai posté, ils like. Et justement, enfin, avec tes parents, il s'est quand même passé plein de choses, et notamment avec ton père. Qu'est-ce que ton père t'a incité à faire? Mon père, ouais, en fait, mon père s'est beaucoup intéressé au drag. Et pendant le 2e confinement, j'étais confiné avec eux. J'avais amené mon drag parce que j'avais prévu de faire des petites vidéos pour Internet. À l'époque, on faisait ça pendant le confinement. Et un soir, il m'a proposé, il m'a dit mais j'aimerais trop que tu me mettes en drag. Et ça m'a mis extrêmement mal à l'aise. Pourquoi? Je sais pas. Je pense qu'il était plus à l'aise avec ça que moi, en fait. C'est quand même fou. Mais je sais pas. Je me suis dit, mais c'est trop bizarre. C'est fou de penser comme ça, quand même. Alors que je pense que c'est le rêve de plein de gens de partager ça avec ses parents. Et en même temps, j'étais quand même très ému qu'il s'intéresse à moi et qu'il fasse un pas vers moi. Et il me l'a demandé plusieurs fois jusqu'au moment où j'ai cédé. Mais tu voulais pas? Je sais pas, ouais, j'étais là, c'est trop bizarre et tout. Tu sais, il y avait vraiment encore très, très fort en moi ce sentiment de transgression, c'est pas normal ce que je fais, je suis pas normal. C'est un truc dont vraiment, ça me colle au basque, quoi. J'ai du mal à m'en débarrasser. Alors maintenant, ça va beaucoup mieux. Mais bon, bref, au bout d'un moment, je l'ai fait, je l'ai mis en drague. Il s'est endormi, évidemment, pendant que je mettais en drague, hein, parce que c'est très long. Il s'est endormi à quelle Ouais. étape? Oh, je pense on n'avait pas collé les sourcils qui dormaient déjà, donc vraiment assez rapidement. Et je l'ai mis en drague, c'était mon sosie. Je me suis vu moi en drague dans 30 ans, quoi. Trop mignon. Et j'ai mis ma sœur en drague aussi. Enfin voilà, en vrai c'était chouette, c'était une super expérience. Mais c'est incroyable d'avoir un soutien comme ton papa. Ouais, et puis même moi, j'ai toujours vu mon père qui est un homme, voilà, rugbyman du Gers, très, très viril, whatever it means. Et tout d'un coup, quand je l'ai mis en drague, et il s'est vu dans le miroir, et il a commencé tout de suite à casser les poignets, des choses que j'avais jamais vues chez lui. Et je me suis dit, mais voilà, la force des codes de genre quand même, parce que mon père, là, il devient femme juste parce qu'il est maquillé. Enfin, c'est fou. Donc ça a été un vrai échange à ce moment-là aussi. C'était chouette. Et plus tard, mon père travaillait, aidait beaucoup, était bénévole à la mairie.
Et donc, il a proposé à la mairie d'organiser un spectacle, un show drag dans le village, dans le théâtre municipal. Et on l'a fait. On l'a fait même, et ça a tellement bien marché qu'on l'a fait 2 années consécutives. T'avais envie de le faire ou pareil, t'as ressenti un peu la même sensation que quand il a voulu te mettre en drague? Enfin, quand il a voulu que tu le mettes en drague. Au début, oui, c'était un peu pareil. C'était très... je sais pas sûr, ouais, bon. Mais non, mais très vite, j'ai dit oui quand même. Mais j'ai rien fait pour que ça arrive. C'est-à-dire que j'ai vraiment laissé mon père titiller la mairie pour leur proposer, pour que voilà, ils soient d'accord, etc. Et après, une fois qu'ils ont été d'accord et on est rentré en contact, j'ai participé activement à la préparation de ce spectacle. Mais oui, au début, j'étais un peu réticent aussi. J'étais là, je sais pas. Mais il y avait timidité, il y avait gêne, il y avait est-ce que je vais décevoir aussi? Ah oui, beaucoup ça, j'imagine. Mais et puis pudeur aussi, parce que je trouvais que c'était... mes raisons premières de faire du drag, elles sont très intimes, encore une fois, hein, c'est très lié à qui je suis, à ma sexualité. Puis là, tout d'un coup, je me retrouvais dans mon village, donc je savais très bien que dans le public, il y aurait 95% de gens que je connais, ce qui a été le cas. Hein. Il y avait mes maîtresses d'école, mon médecin de famille, le fleuriste, enfin voilà. Et donc tout d'un coup, j'avais l'impression d'être mis à nu un peu, et puis je savais pas trop comment ça allait être accepté, je savais pas s'il y aurait du monde, si on allait être les PD de service ou les stars du cabaret, et on a été les stars du cabaret. Mais évidemment. Bah oui, mais c'était pas si évident que ça à ce moment-là. Surtout que c'est un village qui est un peu mort culturellement, malheureusement. Dès qu'ils organisent des événements, c'est souvent... ça marche pas trop, quoi. Et là, tout d'un coup, on a rempli la salle, on a fait une salle de 300 places, on l'a remplie assez rapidement, donc c'était vraiment chouette, il y avait une vraie demande. Et les gens adoraient, et donc on est revenu l'année d'après, il y a quelques mois. Aujourd'hui, t'en es où, toi, dans ton drag? Mon drag se professionnalise beaucoup en ce moment. Ça fait 1 an que la télé est devenue 20% de ma vie et que le drag en est 80. C'était pas forcément quelque chose que j'avais envisagé, mais je suis pas prêt à tout pour faire du drag mon métier, mais vu que là ça se passe bien et que vraiment je kiffe ce que je fais, j'aime beaucoup ça. Je crois que j'ai de grandes... ça m'autorise à avoir des projets plus ambitieux, à avoir envie de plus, à avoir envie de créer. Donc ouais, je suis bien dans mes baskets. J'ai l'impression d'avoir trouvé qui j'étais, qui je voulais être en drag. C'est plus un questionnement. Ça l'est toujours un peu parce que le drag évolue et que ce qu'on crée évolue tout le temps. Mais en tout cas, je suis rassuré sur ma légitimité à être là. Et ouais, j'ai envie de développer plein de projets là. C'est quoi ta plus grande fierté en drag? Ma plus grande fierté en drag? Bah, je pense que déjà le spectacle dans mon village, ça a été un vrai moment de résilience pour moi. Alors que j'ai fait des choses peut-être qui en jettent plus sur le papier quand on les dit, comme le Zénith par exemple. Mais en vrai, me présenter en drague devant des gens qui m'ont vu grandir et qui ont vu en moi un jeune garçon qui était très mal dans sa peau et revenir dans la version la plus authentique de moi-même, puisque je faisais pas semblant d'être quelqu'un d'autre. Donc c'était un moment très très fort de résilience et je l'ai un peu abordé, anticipé comme une revanche. En fait, je l'ai pas du tout vécu comme une revanche. J'étais là, non, parce que non, c'est juste chouette de plus faire semblant d'être quelqu'un d'autre, quoi. Et c'est quoi ta plus grande crainte? C'est un truc que je ressens beaucoup, c'est que oui, je suis gay, oui, je suis une drag queen, mais par contre, j'ai intérêt à être exemplaire parce que si je le suis pas, à tout moment, mes parents, ils peuvent, n'importe qui d'autre d'ailleurs, peut changer d'avis sur moi et ne plus m'accepter. Et ce sentiment-là d'avoir le besoin d'être excellent dans ce qu'on fait, ouais, c'est assez difficile parce que... et c'est quelque chose, voilà, je l'ai beaucoup ressenti dans ma sexualité parce que au début, quand j'ai fait mon coming out, bon, j'essayais quand même de pas être... d'être un bon gay, tu vois, pas trop efféminé, de pas en faire des caisses, de pas machin, pas trop se faire remarquer. Et dans le drag, c'est pareil, je me dis, bon, alors oui, certes, je suis drag queen, mais par contre, moi, je suis pas vulgaire, je suis pas machin, je suis pas nanana, alors qu'il y a aucun mal à être vulgaire et à être sexualisé. Voilà, toutes les formes de drag existent et c'est super. Mais moi, je ressentais très fort ce truc d'excellence où je devais... voilà, que cet amour et la tolérance de ma famille, elle était pas acquise, quoi, que... c'était un truc qui pouvait changer si je me comportais mal. Non, c'est un truc dont je suis en train de me débarrasser en réalité. Je le ressens moins maintenant.
Tant mieux. Ah bah oui. Est-ce que tu as une anecdote un peu drôle qui t'est arrivée en drague récemment Oui, non, alors récemment, attends, je vais tout raconter. Récemment, j'ai fait un bingo un peu chaotique. C'était un bingo où, en fait, les gens qui venaient... En fait, c'était un brunch, un dimanche, et il y avait un bingo pendant le brunch. Et sauf qu'en fait, les gens... il y avait une très mauvaise communication sur l'event, et les gens qui venaient ne savaient pas, en fait, qu'il y avait un bingo présenté par une drag queen. Donc déjà, tu te confrontes à un public qui, soit est hyper heureux de se dire « Ah, génial !» soit est là « Ah, bon, on va passer 1 heure avec ça. Ok. » Qu'elle va nous hurler des numéros pendant qu'on est en train de manger nos petits bagels. Et donc, oui, je me suis retrouvé avec une table de, je sais pas, il y a une vingtaine d'Anglais qui ont pris les cartons par politesse, les cartons de bingo, et qui au final n'ont pas du tout joué, et qui à la fin, ils sont venus me voir. Il y a une fille du groupe qui est venue me voir en me disant on peut faire une photo Je dis ouais, bien sûr, tu vois, j'étais très belle. Voilà. Et en fait, elle me tend l'appareil, elle me dit non, de nous. Et du coup, je me suis retrouvé à littéralement prendre en photo la table. Et bon, je n'ai pas pu m'empêcher de lui dire. Là, je lui dis par contre, je me suis maquillée pendant 3 heures pour que vous me demandiez de prendre la photo. Non, mais voilà. Si vous voulez offenser une drag queen, faites ça. Demandez-lui de vous prendre en photo. La plus belle photographe qu'on ait vue. Voilà, vraiment. Il y a ça. Non, oui, j'ai fait ce même bingo. J'ai fait gagner une bouteille de Merlot à un enfant de 6 ans. Et je me suis dit, bon, bah là, je suis en train de donner raison à tous ceux qui nous détestent. Mais bon, voilà, c'est le jeu. C'est lui qui a gagné. Il avait le carton gagnant. Et évidemment, ses parents ont récupéré la bouteille. Bien sûr. Voilà. Et évidemment. Il avait des idées pires que moi. Il m'a dit, quand il a gagné, quand je lui ai donné la bouteille, il m'a dit je vais assommer mon petit frère avec. Donc, il l'a mérité au final, sa bouteille. Oui, il l'a mérité. Loulou, on arrive bientôt à la fin de cette émission. Mais avant la fin de cette émission, qu'est-ce qui se passe ? Il y a ce que j'appelle des recommandations. Est-ce que je l'ai inventé ? Non. Est-ce que d'autres podcasts le font ? Oui. Est-ce que tu vas me donner des recommandations ? Effectivement. Ouais, je vais te donner des recommandations. Je voulais pas t'engueuler, hein. J'ai pris un ton un peu comme ça, un peu. Mais le but, c'était pas d'engueuler. C'était juste parce que, comme je le répète à chacun des podcasts et comme j'oublie de le dire parfois aux invités, et ben voilà, je m'engueule moi-même, je m'en veux à moi-même. Bah, du coup, je vais prendre 20 minutes pour réfléchir à ce que je vais recommander. Voilà. Ouais. Allez hop, on se retrouve après. On prend les mêmes et on recommande. Nova, c'est la nuit. Ouais. Vous êtes bien sur France Inter. Il est minuit et demi. Non, putain, il y avait un truc que je voulais recommander tout à l'heure. Alors, on parlait de Mylène Farmer. Si vous êtes fan ou que vous ne connaissez pas Mylène Farmer ou que vous détestez Mylène Farmer, vous allez adorer ce podcast. Ça s'appelle Histoire de Mylène Farmer. C'est un podcast en 15 ou 16 épisodes, je crois, qui est disponible sur toutes les plateformes. Et en gros, c'est des fans de Mylène Farmer qui retracent à chaque épisode soit un album, soit une tournée de Mylène Farmer, avec toutes les références. Ça parle de toutes les références sur la composition de l'album, sur les textes, etc., ou sur les décors des tournées, sur les costumes. Et c'est ultra complet. Et je pense que même si on n'est pas fan de Mylène Farmer et qu'on a juste envie de comprendre comment fonctionne la carrière d'une grande artiste ou d'une grande pop star comme Mylène l'est, c'est hyper intéressant, c'est génial. Donc c'était ça que je voulais recommander. Ok, très bonne recommandation. Et ma deuxième recommandation, ça c'est un truc que j'ai dit sur scène à ma soirée à la dernière. J'ai dit, si jamais vous voulez en connaître plus sur ma vie sentimentale, regardez Fleabag, la série. Voilà, parce que c'est pareil. Alors moi je la regarde sur Prime Video. Il n'y avait pas une version qui s'appelait Mouche avec Camille Cotin qui était très mauvaise. Ah bah je ne l'ai pas vue. Voilà. Mais Phoebe Waller-Bridge, qui est l'autrice et actrice principale de la série originale, est absolument incroyable. C'est de l'humour anglais et c'est une meuf complètement paumée dans sa vie on suit ses tribulations et c'est juste hilarant en fait. Voilà, donc ce sera ma petite recommandation. Très bien. Et moi, d'habitude, je fais pas de recommandations, mais là, j'ai envie d'en faire une. J'ai regardé sur Arte, cette semaine, en replay, un film documentaire de Preciado, qui s'appelle Orlando, qui part en fait du film d'Orlando, du livre d'Orlando de Virginia Woolf, et en fait où il va venir raconter, parler de la transidentité à travers ce livre-là qui date du début du XXe siècle, et donc du coup un film documentaire avec plein de acteurs, actrices en transition et tout qui viennent interpréter le rôle d'Orlando, et franchement c'est super bien. Donc allez regarder ça, va regarder ça. Franchement, c'est un super bon moment. D'ailleurs, il y a des artistes drag dedans. Il y a Le Philippe, notamment. Ah, génial. Non, franchement, très très bon film. Voilà, donc très très bonne recommandation, vu que c'est la mienne. Eh bien, Loulou,
Je suis désolé, mais cette fois, c'est vraiment la fin de la Queen Mais j'avais Interview. encore plein de choses à dire sur moi. Bah vas-y, alors je t'écoute. Non, c'est pas vrai. Non. Ok, très bien. Eh bien, tu sais quoi, merci beaucoup Loulou et merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode de la Queen Interview. En attendant le prochain, si vous avez aimé, allez liker la Queen Interview sur la plateforme de podcast sur laquelle vous l'écoutez, que ce soit Apple Podcast, Spotify. En gros, on fait ça. En gros, ensuite, on fait tout ce que le monde moderne a fait de nous. Du coup, on partage, on recommande à des amis parce qu'on est quelqu'un de sympa. Et ensuite, on se dit à bientôt pour une prochaine Queen Interview. Bye bye, gros bisous. Bisous, bisous. Salut. Cacou, cacou. I am the queen of drag.